où la situation politique est si compliquée, on a en fait énormément besoin d'écologie. Besoin d'écologie pour les habitants d'abord. Les questions de pollution de l'air, vous le savez, sont absolument centrales. Les dégâts faits à l'environnement, aux écosystèmes, avec la disparition des terres agricoles et des espaces naturels, sont là aussi absolument décisifs. Donc c'est un département, le Var, qui a besoin d'écologie et qui a besoin d'écologistes. Et je le dis parce que ça n'est pas toujours facile dans un département comme celui-ci de relever le gant et de défendre une candidature, mais c'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable aussi parce que la question du Front National obsède beaucoup d'esprits, mais je crois que ce qui fait progresser le Front National, c'est aussi de dire que finalement on baisse les bras, on se résigne et on dit bah voilà, il n'y a pas tellement d'alternative, c'est comme ça. Et ici, il n'y a que des gens qui ne se résignent pas et qui disent qu'un projet qui porte l'avenir, qui préserve à la fois la planète, les territoires et ses habitants, et notamment ses enfants, a sa place dans ce département. Et donc en défendant ces idées, en faisant confiance à la démocratie, en disant aux gens qu'ils peuvent choisir, qu'ils ont un bulletin de vote, et notamment tous les progressistes de ce département qui se disent que bah voilà, ils ne veulent pas trop s'intéresser à la vie politique, ils auront la possibilité de voter pour des candidats écologistes ou soutenus par Europe Écologie Les Verts. Et moi je me félicite aussi de voir qu'à l'occasion de cette campagne, il y a des gens qui n'étaient pas militants, qui n'étaient pas encartés, des citoyens issus de la société civile qui ont décidé de s'engager dans un moment qui, je le redis, n'est pas un moment facile. Donc voilà, c'est pour ça que je suis heureuse d'être ici, comme je suis souvent heureuse d'être dans le Var, mais pour vraiment soutenir ceux et celles qui veulent défendre des idées généreuses, des idées nécessaires et des idées dont le temps est venu. Ce sont les idées des écologistes. Justement, la logique, c'est de répondre à la situation locale et de travailler avec ceux localement qui partagent un projet. En fait, la réponse, elle est très simple. En fonction des départements, en fonction des cantons, il y a des proximités de projets et de valeurs. Et c'est ces proximités de projets et de valeurs qui font des candidatures communes. Voilà exactement la réponse. Et donc, suivant les cantons, les choses se sont faites de manière différente en fonction de la capacité à défendre une candidature qui portait des propositions communes. Il y a des endroits où ça n'a pas été possible, d'autres endroits où ça l'a été, mais ce qui fait le cœur de l'engagement des candidats, c'est l'écologie. Pour information, il y a les représentants des candidats dans 8 cantons, et sur ces 8 cantons où Europe Écologie Les Verts présente des candidats, il y en a 6 en autonomie, un canton en alliance avec le PS, un canton en alliance avec le Front. Les écologistes décident de leur stratégie au niveau où se passent les élections. Et donc cette stratégie-là, elle a été décidée par les écologistes d'ici. Ce qui permet aussi, contrairement à ce que vous dites, de la lisibilité, parce qu'on imagine une stratégie nationale qui n'aurait aucun sens localement, mais qui serait appliquée de manière disciplinaire, ça ne représenterait rien pour les gens qui votent. Là, au moins, je pense que les électeurs du canton comprennent, puisque ce sont des gens qui sont des militants de terrain, on n'a pas téléporté des candidats qui viennent d'ailleurs, ou fabriquer des candidats artificiellement. Ce sont aussi des gens engagés, des militants. Souvent ils sont connus sur leur territoire et donc ils portent des idées qui sont des idées qui correspondent à la conviction. Moi je pense que la politique c'est pas mathématique comme vous le dites. D'abord, l'écologie ça n'est pas la gauche. L'écologie ce sont des idées particulières. Ce sont des idées qui sont défendues depuis longtemps et qui permettent de travailler, quand elles sont respectées, avec d'autres partenaires de gauche parce que les valeurs de la gauche sont au cœur de l'écologie. Donc ensuite, les électeurs, on ne leur tient pas la main quand ils votent, c'est eux qui choisissent. Et donc ils peuvent choisir un projet différent. Et je ne crois pas que parce qu'il n'y a pas de candidat de telle ou telle famille, ça favorise tel ou tel candidat. Je crois au contraire que ça affadit le débat politique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'est pas mathématique. D'ailleurs, je crois qu'ici aussi et ailleurs, les municipales l'ont montré. C'est-à-dire que soit ce regroupement est sincère, a du sens politiquement, et il est compris par les électeurs, mais quand on a une vision qui est une vision, j'allais dire, un peu brutale électoraliste ou de casernement du rassemblement, ça ne marche pas. C'est pour ça que la réponse qui est la nôtre, c'est justement de ne pas rentrer dans un débat sur le sens de nos candidatures face au Front National. C'est dire voilà les idées que nous défendons. Et je pense que la meilleure des réponses à l'extrême droite qui veut stériliser la démocratie, c'est de répondre sur le fond.
c'est-à-dire de faire des propositions concrètes, de dire voilà, quand les maladies respiratoires des enfants augmentent aujourd'hui parce que la pollution issue du trafic automobile est un fléau avéré, il faut des mesures en matière de transport en commun, il faut des mesures en matière de santé environnementale. Voilà le vrai débat. Le vrai débat, et j'ai entendu Marine Le Pen il y a quelques jours dans les Landes, c'est pas les familles polygames dans les Landes. Donc on voit bien que nous, on parle de propositions de terrain qui correspondent au département. Et donc il ne faut pas ni être piégé, ni être aveugle sur la réalité quand même d'un parti qui promeut des idées qui sont des idées qui fracturent la société alors qu'il nous semble nécessaire de la rassembler. Les écologistes sont toujours prêts pour exercer des responsabilités, parce que sinon ils ne s'engageraient pas en politique, tout simplement. Moi je souhaiterais que nos candidats sur ces 8 cantons soient tous élus à l'Assemblée départementale et vous verriez ce que ça change. Donc les écologistes qui sont candidats pour exercer des responsabilités. Et si on demande à la sympathisante écologiste que je suis, est-ce que je veux voir des ministres écologistes, la réponse est oui. Est-ce que je veux voir un président de la République écologiste, la réponse est oui aussi. Je n'ai aucune limite à l'ambition que j'ai pour les écologistes au pouvoir. Simplement, est-ce que c'est possible dans le cadre d'une politique globale qui est menée? C'est la question qui nous est posée. Elle nous était posée en 2011, d'où l'accord que nous avons fait. Elle nous a été posée quand, après ce qui s'est passé lors des élections municipales, le choix du président de la République a été de poursuivre dans la même direction, sans remise en cause d'un certain nombre de points politiques qui, à nous posaient déjà problème, même en étant au gouvernement. S'il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle politique qui est menée, est-ce que les écologistes sont disponibles pour participer à cette nouvelle politique qui sera en faveur de l'écologie? La réponse est évidemment oui. Donc mon point de vue est toujours le même. Simplement, la question c'est de savoir ceux qui aujourd'hui sont majoritaires. Ah bah aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement de politique, non. Pour une raison très simple, c'est qu'il nous semble que la politique qui est conduite, à la fois ne répond pas à un certain nombre d'enjeux sociaux, mais ne répond pas non plus aux enjeux de la transition écologique, avec la baisse de 25% des subventions bio, la limitation de l'aide financière à la rénovation énergétique, le fait de ne pas vouloir avoir une politique volontariste pour favoriser le transport de la route vers le rail, c'est la suppression de l'écotaxe et aucune mesure de substitution. Toutes ces choses-là ne vont pas dans le sens de mettre en concordance les discours, qui vont beaucoup mieux en la matière, notamment ceux du président de la République, et les actes et les choix politiques et budgétaires qui sont faits par ce gouvernement. Donc en fait, il y a une grande cohérence et je vous renvoie à tous mes propos, y compris à mon interview dans Libération, disant que nous participerions aux responsabilités avec beaucoup d'énergie à partir du moment où la politique irait dans le bon sens. Ma position est absolument constante. Moi je pense que c'est un non-sujet, je ne peux pas dire autrement, donc c'est très difficile de répondre à cette question parce que je parcours la France et je ne vois absolument pas d'embryon de début de moindre sujet de scission au sein de ce qu'est mon parti, Europe Écologie Les Verts. Donc je ne sais pas répondre à cette question qui me semble être une fabrication bien davantage qu'une réalité. Non, je dis qu'il faut une force politique bien plus puissante pour porter l'écologie. Et que cette force politique, ça n'est pas un nouveau parti. Cette force politique, c'est celle qui fait que l'économie collaborative se développe. C'est celle qui fait que chaque jour, presque dans le territoire, il y a un collectif de la ruche qui dit oui, qui favorise le lien entre les producteurs locaux et les consommateurs qui naît. C'est le développement du covoiturage, c'est-à-dire le fait de porter de la société la rénovation de la politique et l'émergence d'une nouvelle société. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de blocages, beaucoup de décisions contre l'écologie se font au niveau national, soit dans certains dirigeants politiques ou par une partie de la haute administration qui est encore très rétive au fait de faire bouger notre pays dans la bonne direction. Et donc on a besoin d'une force politique, d'une vraie force politique progressiste, et que le progressisme aujourd'hui, aller dans le sens qui sera le sens du bien-être de la population, c'est aller vers l'écologie. Et oui, je pense que nous devons être plus forts, plus puissants qu'Europe Écologie Les Verts. Mais je vais vous dire une chose, en 2007-2008, je pensais déjà la même chose, et c'est ce qui a abouti à la création d'Europe Écologie. Donc c'est une fusée à plusieurs étages, l'histoire n'est pas terminée. Moi je suis ici pour, avec les écologistes, faire en sorte que le sujet ce ne soit pas de savoir si on fait 5% aux élections, mais de savoir comment nous réussissons et que nous réussirons à gagner et justement à décider et à conduire ces politiques. C'est parce que j'ai de l'ambition pour l'écologie. Donc non, il n'y a aucun sujet de petits jeux de taquin politique, de coalition nationale. Je sais très bien que certains ont voulu caricaturer mes propos ou ma position, mais il suffit de se référer à ce que je dis depuis longtemps et toujours aujourd'hui en disant que oui, en revanche, j'ai une grande ambition pour l'écologie. Le sujet, c'est pas qu'on se suffise d'être une petite force d'appoint quand on en a besoin.
quand on développe le covoiturage comme certaines plateformes aujourd'hui, quand on arrive avec le crowdfunding à financer des projets de proximité par des gens qui s'engagent dans des choses dont ils voient concrètement la traduction, on fait bouger la société. Peut-être presque plus que par certains choix gouvernementaux. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global. On pense la politique un peu à l'ancienne. Et d'ailleurs la Ve République nous oblige à la penser de cette manière. Il faut changer aussi les règles du jeu démocratique. On a un système politique qui est fait pour fragiliser et rendre beaucoup plus difficile l'émergence de nouveaux mouvements politiques. Il faut faire craquer les coutures. Je pense qu'on est dans une crise démocratique en France tout autant que dans une crise écologique et que ces deux éléments-là doivent être ceux de la rénovation politique de notre pays et ceux qui permettront l'émergence d'une nouvelle société. Mais par ailleurs, pour compléter, c'est sûrement parce que, pour vous répondre très concrètement, c'est justement parce que j'ai été membre d'un gouvernement et que je sais que ces clés-là, on peut les activer, on peut les tourner, que si on veut faire l'encadrement des loyers, il faut de la volonté politique, c'est pas un problème technique, c'est de la volonté politique que je vous dis que oui, il faut qu'il y ait des écologistes aux manettes, ça changera beaucoup les choses. Donc non, au contraire, ça m'a rendu très lucide, à la fois sur la capacité d'agir, mais sur la nécessité que ce cap soit partagé et notamment au sommet de l'État. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ce revenu minimum d'existence? On a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que se sont empilés au fil de notre histoire tout un tas de prestations sociales, qui d'ailleurs peuvent être différentes suivant les départements avec la décentralisation, ce qui fait qu'on n'a pas exactement les mêmes droits, notamment sur le Fonds de solidarité logement entre le département du Var et le département du Pas-de-Calais par exemple, et donc ça pose question, donc il nous semble utile de pouvoir avoir ce filet de sécurité pour tout le monde, d'ailleurs qu'on a mis en place avec le RMI, puis avec le RSA, qui permet à chacun de vivre décemment et de pouvoir ensuite choisir sa vie. Ça vaut aussi pour les jeunes. On voit bien aujourd'hui que, et la question s'est posée avec les différentes aides qui existent, avec les bourses, avec les inégalités selon les revenus des parents, de se dire comment on fait pour que les jeunes partent et construisent leur avenir dans les meilleures conditions. La jeunesse, c'est vraiment le sujet le plus essentiel. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Et donc, il y a des études, y compris très solides économiquement, qui ont été faites, qui montrent qu'en cumulant toutes les aides, en les simplifiant, en donnant un droit d'accès plus simple et à ce revenu minimum pour tout le monde, on arrive à permettre à chacun d'abord à être plus efficace avec l'argent public et à permettre à chacun de pouvoir préparer son avenir plus sereinement, y compris rentrer dans l'emploi de manière beaucoup plus simple et facilitée. Mais son financement, c'est la recomposition de l'ensemble des aides qui existent. Et les budgets d'aide sociale des départements, aujourd'hui, si on les cumule tous, que ce soit ceux relatifs à l'enfance, ceux relatifs à l'autonomie des personnes âgées, ceux relatifs à l'aide des jeunes qui sont hors du RSA aujourd'hui, sont très importants. Et aussi ceux adressés aux étudiants. Et donc le vrai sujet, c'est d'avoir une vision globale et d'avoir une sécurisation aussi de la population de notre pays. Parce qu'on sait bien qu'on a mis en place tout un tas de prestations différentes qui sont parfois très complexes d'accès. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de gens qui n'ont pas accès aux droits qui sont les leurs plutôt que des fraudes aux prestations sociales. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent de ça. Et on sait très bien que sécuriser des gens, je pense tout particulièrement, moi j'ai un sujet politique essentiel aujourd'hui, c'est celui des familles monoparentales. On a une grande difficulté aujourd'hui de toutes ces femmes, parce que ce sont essentiellement des femmes qui élèvent seules leurs enfants, avec des contraintes très fortes, avec ce que ça veut dire sur la difficulté de ne pas être au quotidien avec des enfants petits ou qui grandissent, des préadolescents et des adolescents. Et que cette question-là, justement, elle est peu posée, parce que ça rentre peu dans le champ politique le plus évident, alors que c'est notamment une des compétences des départements, mais un des sujets, si on veut travailler sur l'esprit du 11 janvier et la capacité que nous avons de prendre en compte l'avenir de tous les enfants de ce pays, y compris ceux qui naissent dans des conditions plus difficiles, parce que ce sont un peu leurs mamans qui s'occupent et qui ont les moyens de les assumer. Oui, alors c'est sûr que cette campagne se déroule dans un contexte compliqué, que la position des écologistes sur l'organisation territoriale et aussi la répartition des compétences n'est pas celle qui a été votée aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que le problème global, quel que soit le niveau d'intervention, que ce soit des grandes intercommunalités, des métropoles ou des départements en matière d'aide sociale, se pose de la même manière.
Notre position, elle est très claire, et pour le coup, je pense que c'est les écologistes qui sont les plus réalistes sur le sujet. Aujourd'hui, on a besoin d'une vraie sobriété dans l'usage de l'investissement public. On ne sait plus financer ces grands projets. C'est de la cavalerie, en fait. On voit bien d'ailleurs la difficulté pour finir même simplement le tronçon Tours-Bordeaux. Aujourd'hui, on a besoin d'investir sur les réseaux existants qui sont, pour certains d'entre eux, en état de sous-entretien, de sous-investissement. On a besoin de recréer des transports de proximité. C'est plus facteur d'activité, d'emploi. C'est beaucoup plus utile, beaucoup plus rapide. Donc bien sûr que nous avons besoin de réorienter les investissements. C'était le sens d'ailleurs du plan qui avait été adopté en faveur des transports. Mais il y a une espèce de vieille façon de penser. Je reviens à la question que vous me posiez tout à l'heure, qui est de dire faut faire des gros investissements dans des grosses infrastructures. Mais aujourd'hui, on a du recul. Vous parlez du rapport de la Cour des comptes, mais je peux vous dire aussi que sur certaines autoroutes récentes, sur lesquelles les écologistes avaient été très mobilisés en disant que non seulement ça avait des conséquences sur l'environnement, mais surtout c'était un mauvais usage de l'argent public, parce que ces autoroutes seraient sous-utilisées et qu'elles coûteraient aux contribuables, et notamment c'est le cas sur l'autoroute Langon-Pau, qui est la dernière des autoroutes à avoir été inaugurée. Ce que disaient les écologistes aujourd'hui est avéré, c'est-à-dire que c'est la collectivité, notamment la région, qui risque d'être sollicitée pour payer. Pareil avec les constructions de LGV, qu'on ne sait plus faire autrement qu'avec des partenariats publics-privés et en sollicitant toutes les collectivités locales. Donc avec 10 fois moins d'argent, on fait 10 fois mieux pour les habitants et pour les usagers du transport ferré. C'est ça le vrai sujet, c'est bien utiliser l'argent public. C'est le même sujet. En fait, en France, et c'est pour ça que je parle de nouvelle société, il faut qu'on arrive à sortir des réflexes des années 80. Vous parlez d'ITER, vous connaissez la position des écologistes. Il n'y a pas une position idéologique de base sur la recherche. Au contraire, nous pensons qu'il faut soutenir la recherche fondamentale. Mais en matière énergétique, nous avons tout sacrifié au nucléaire. Tout sacrifié au nucléaire, alors que, et on le voit aujourd'hui, c'est une impasse. On n'arrive pas à construire la centrale, le nouvel EPR en Finlande, on n'arrive pas à construire l'EPR en France. Avec beaucoup moins d'argent, on pourrait faire beaucoup mieux. Et le risque, c'est qu'en s'obstinant à n'investir que dans ce secteur-là, nous prenons du retard sur toutes les sauts technologiques qui peuvent être faits en matière de production d'énergie par d'autres sources, et en particulier, évidemment, par les énergies renouvelables. Donc c'est très dommage de consommer autant d'argent et d'argent public, alors qu'une grande partie de celui-ci pourrait être mieux utilisée pour développer d'autres recherches qui aujourd'hui souffrent d'un manque de budget en France, pas partout dans le monde, en France. Oui, alors là-dessus c'est la même question. Quand je parle de vieux modèles, on voit bien qu'il y a une espèce de course à l'échalote pour essayer d'aller chercher la dernière goutte de pétrole ou de ressources naturelles ou de métaux divers et variés. Mais la vraie question, c'est comment on sort de cette logique-là, comment on va vers le développement de l'économie circulaire, où on réutilise, et l'objectif c'est justement de travailler sur la recherche, parfois jusqu'à l'infini. Certaines entreprises aujourd'hui travaillent sur la réutilisation de la fibre de polyamide, celle qu'on utilise dans les moquettes, pour que les moquettes soient non seulement utilisées, mais recyclées. Alors que aujourd'hui, elles sont brûlées dans des incinérateurs, avec les conséquences là aussi sur la santé. C'est la même chose sur les forages. Si on change de logique énergétique, si on va vraiment de manière déterminée sur un schéma qui permet de diminuer notre consommation énergétique, en vivant aussi bien, et si c'est là-dessus qu'on investit, plutôt que sur aller chercher la dernière goutte de pétrole, on ira beaucoup mieux. Et enfin, j'en profite pour dire que la perte de biodiversité marine, aujourd'hui, c'est un vrai sujet assez grave. Les choses ont été relativement préservées, voire sur certains sujets, il y avait une capacité de récupération des océans et des mers, en tout cas de la faune et de la flore marine. Aujourd'hui, cette situation est singulièrement perturbée, notamment par la question des forages en eau profonde, qui sont très destructeurs de biodiversité. Donc nous avons une responsabilité là aussi, qui est de lutter de manière très déterminée contre cette 6e vague d'extinction des espèces qui nous menace sur la Terre, mais aussi dans les océans et dans les mers. C'est plus que source d'emploi, c'est 2,3 emplois au kilowattheure produit quand on produit de l'électricité renouvelable plutôt que de l'électricité nucléaire. C'est exactement ce
qui est une des illustrations de ce modèle de nouvelle société, un temps sans emploi. C'est-à-dire que pour la même activité, que pour la même production, on a plus d'emplois et moins d'immobilisation financière. Ça vaut pour l'agriculture. Quand on installe un viticulteur bio qui, comme là où j'étais il y a quelques jours, embauche un comptable qui était depuis 5 ans au chômage, qui a décidé de faire une reconversion professionnelle, ben, c'est 2 emplois créés sur à peine 2 hectares. C'est ça la réalité, c'est qu'on a un autre modèle possible, qu'il suffit de le mettre en œuvre et de vouloir le mettre en œuvre et de ne pas s'enfermer dans des visions du passé. Et c'est un peu ça dont nous souffrons aujourd'hui en France. Je ne m'explique pas la diminution des aides à l'agriculture biologique, surtout après le vote de la loi d'avenir agricole, qui a voulu changer de modèle, pas uniquement autour du bio, hein, autour de l'agroécologie, mais là, il y a un signal que je ne m'explique pas. Mais c'est ce que je disais sur mon désaccord sur la cohérence entre le discours et les actes, et ça peut contrarier Madame Royal. Sauf que la réalité, elle est aujourd'hui sonnante et trébuchante. Le budget de l'écologie est très contraint. Le budget de l'agriculture a fait le choix de diminuer les aides à l'agriculture biologique. Effectivement, sur beaucoup de sujets, on va dans le mauvais sens. Quand on perd 1 milliard d'euros parce qu'on abandonne l'écotaxe, ça veut dire qu'on laisse circuler des poids lourds qui ne payent pas le vrai coût social et environnemental et qui continuent de polluer. Je ne peux pas t'apporter de réponse, Jean-Claude, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut prendre ce type de décision en 2015 et je comprends encore moins comment on tente de donner des leçons, mais ça c'est un autre débat. Par ailleurs, il se trouve que les prédécesseurs de Madame Royal au ministère de l'écologie, c'était Monsieur Martin et Madame Bateau et pas Cécile Duflot. Mais bon, ça c'est un autre petit sujet. Mais non, il n'y a pas de réponse, si ce n'est que c'est un très mauvais signal et à mon avis c'est vraiment un signe de l'incapacité à penser la transition écologique comme facteur de prospérité, voilà, de vraie prospérité pour notre pays. Faites-vous plaisir, votez pour l'écologie. Mais c'est vrai, enfin, on vit une vie politique tellement déprimante. Ce que je dis, c'est que si on arrivait à avoir autant d'élus écologistes dans le département du Var, ça irait mieux, c'est possible. Oui, c'est pas une fatalité que de respirer un air pollué, c'est pas une fatalité de détruire la Méditerranée. Tout ça n'est pas une obligation. Il faut juste changer d'air et changer de responsable politique et élire des écolos. En fait, c'est très très simple. Lâchez-vous, laissez-moi.